Alors, je crois qu'on va commencer et j'ai le plaisir aujourd'hui, d'introduire, un éminent professeur, qui va être, présent, avec nous et qui, va, nous parler justement de la prise en charge actuelle des spondyloarthrites. Mais avant de céder la parole au professeur Goupy, je voudrais quand même présenter, notre, invité, qu'on remercie énormément pour, avoir répondu à cette invitation. En fait, professeur, Goupy, en fait, c'est difficile de le, présenter. C'est le chef de service du CHU de Tours, au service de rhumatologie du CHU de Tours. C'est, un membre de la Société française de rhumatologie et du Collège américain de rhumatologie, entre autres. Professeur Goupy a participé à plusieurs études, dans les rhumatismes inflammatoires chroniques et particulièrement dans les spondyloarthrites. Il a participé à plusieurs cohortes, notamment donc la cohorte Désir la cohorte Espoir. Les centres d'intérêt donc du professeur Goupy, c'est essentiellement les spondyloarthrites et il a justement donc fait partie, du groupe d'études s'est intéressé aux essais cliniques du secukinumab dans la prise en charge des spondyloarthrites. Alors, on cède la parole au professeur Goupy. Écoutez, merci beaucoup. Euh, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. J'espère que vous voyez mon écran. Euh, Même si je préférerais être à Hammamet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois que je suis venu, je crois que c'était en 2019, j'avais loupé mon avion et j'ai passé moins de 24 heures sur place à Hammamet. Donc j'espère qu'on fera mieux dans les années à venir. Alors effectivement, mon centre d'intérêt, c'est les spondylarthrites. Alors vous voyez, on ne sait plus bien comment on appelle ça, puisque je me suis un peu trompé sur ma diapositive. J'ai mis spondyloarthrite ankylosante. Donc maintenant, on parle de spondyloarthrite axiale radiographique et non radiographique, et toujours de spondylarthrite ankylosante. Donc effectivement, l'actualité de ce symposium, c'est la mise à disposition et surtout le remboursement du Cosentyx dans l'ASA en Tunisie. Donc, on va essayer de voir ça ensemble et je vais essayer à la fin d'avoir une partie plus pratique. Donc, voici mes liens d'intérêt. Il m'arrive de travailler un peu avec l'industrie. Donc, voilà, l'actualité, c'est celle-ci. Donc, je me suis bien renseigné auprès de Novartis. Cosentyx est autorisé en Tunisie maintenant dans les 3 indications SA, rhumatisme pso et pso, et remboursé pour l'instant uniquement dans la SA, pour des raisons qu'on pourra discuter. Et vous voyez ici l'autorisation, le libellé dans la spondylarthrite ankylosante. C'est Cosentyx, c'est indiqué dans le traitement de la SA active chez l'adulte en cas de réponse inadéquate au traitement conventionnel. Et puis, en tout cas, les libellés dans le pso et dans le rhumatisme pso sont les mêmes que ceux qu'on peut avoir en Europe. Donc, voilà ce que j'ai essayé de faire. Quelques données qui expliquent pourquoi aujourd'hui il y a la mise à disposition du Cosentyx, donc principalement les 2 études de phase 3 pivot qui ont permis la MM européenne et la mise à disposition maintenant en Tunisie. Peut-être un petit focus sur la potentielle efficacité structurale des anti-LI7 et donc du Cosentyx, qui a moins d'importance maintenant chez nous parce qu'on voit beaucoup de spondyloarthrite axiale non radiographique, mais qui, je pense, garde beaucoup plus d'importance chez vous parce que vous continuez à avoir des spondylarthrites sévères avec des syndesmophiles que nous, on ne voit plus beaucoup. Et puis enfin, je vais essayer, à partir de quelques exemples, à partir de 2 cas cliniques, de voir quel va être l'impact sur votre stratégie thérapeutique, sur votre choix de l'arrivée du Cosentyx, même si nous avons la chance, vous le verrez, d'avoir beaucoup plus de produits à disposition que vous. Donc la première partie, je ne vais pas faire très long parce que ces études sont maintenant bien connues. Quelles sont les données qui ont abouti à la mise à disposition? Donc c'est le programme Measure 1 et 2 qu'on va voir assez rapidement. Vous voyez, c'est des publications qui maintenant commencent à dater, 2015, Dominique Batten et puis Johan Sipper en 2017. Donc, la première étude a été faite initialement avec 2 groupes, 2 modes d'administration
du Cosentyx, il y avait une dose de charge IV qu'on n'utilise plus du tout, qui n'est pas dans les AMM. Et puis, il y avait soit 75 mg en sous-cut, soit 150 mg en sous-cut toutes les 4 semaines. Et puis, bien sûr, un groupe placebo. Alors, juste quelques éléments sur les caractéristiques de cette population que j'ai relevée. C'est des patients qui avaient une durée d'évolution depuis le diagnostic de 7-8 ans. Et puis, c'était des spondylarthrites ankylosantes actives, puisque vous voyez, le BASDAI moyen était autour de 6. À peu près 3/4 des patients avaient une CRP au-dessus de la normale. Et également, 3/4 étaient naïfs d'anti-TNF. Donc, nous sommes majoritairement en première ligne de traitement après échec des AINS. Donc, je vous montre un premier critère qui est l'ACR20, l'ASAS20, pardon, même si ce n'est pas le critère le plus stringent, puisqu'on voit que sur le critère de jugement principal à la semaine 16, vous voyez que même avec le groupe placebo, l'ASAS20, ce n'est pas très différenciant, parce qu'il y a près de 30% des patients qui atteignent cet ASAS20. Mais par contre, il y a 60% sous Cosentyx, donc une différence qui est bien sûr significative. Donc, et puis après, alors là, on est en données observées pour aller jusqu'à la semaine 104. On verra d'autres données après en NRI. Et vous voyez un résultat qui se maintient de façon importante à 2 ans, donc à la semaine 104. Plus intéressant peut-être, c'est la ZAS40. Vous voyez que c'est beaucoup plus difficile pour le groupe placebo. Et donc, on est à 41% de répondeurs à ZAS40 avec le 150 mg qui sera la posologie utilisée. Et là encore, si on regarde la poursuite jusqu'à la semaine 104, eh bien, on voit qu'il y a un taux très important. On est en données observées, mais avec un grand nombre de patients qui restent dans l'étude. Et puis, je crois qu'il y a une troisième présentation, voilà, sur l'évolution du BASDAI. Là encore, jusqu'à la semaine 104, mais si vous regardez à la semaine 16, qui était le premier temps d'évaluation, vous voyez qu'on est à 2,3 points de BASDAI en moins, et ça augmente un petit peu au fur et à mesure du temps. Si on regarde maintenant l'impact sur la CRP, c'est clair, c'est extrêmement rapide, et après, on obtient un plateau. Vous voyez que ça va très très vite, hein. En 1 à 2 semaines, on normalise la CRP, donc un impact sur l'inflammation. Et je vous parlerai de l'impact sur l'inflammation en IRM quand je passerai à la question sur le structural. L'autre étude, où vous avez aussi 150 et 75 mg de sécukinumab dans mesure 2, donc à nouveau des données ASAS20. Vous voyez, on est à 61% versus là encore 28% pour le groupe placebo. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à droite, vous êtes en NRI et non plus en données observées. Donc, c'est vraiment ce qui se passe en tenant compte de ceux qui ont arrêté en cours de route et qui sont considérés non répondeurs. Eh bien, on est quand même à 62% de patients à ASAS20 à la semaine 52. Donc, c'est très intéressant. Et puis, on a des données similaires en ASAS40. Vous voyez, 36% versus 10% pour le groupe placebo. Et surtout, à droite, à la semaine 52, et toujours en NRI, 50% des patients sont répondeurs à ZAS40 à 1 an. Donc, des résultats extrêmement intéressants qu'on ne peut pas comparer, bien sûr, puisqu'on ne dispose pas d'études face-face, qu'on ne peut pas comparer pour l'instant aux données que nous avons avec les anti-TNF. Et puis, des données assez récentes qui sont le suivi à 5 ans. En France, de mémoire, nous avons eu la mise à disposition du Cosentyx en septembre 2016. Donc, nous avons 5 ans d'expérience de terrain. Et vous voyez ici sur l'ASAS40, dans le suivi à 5 ans de mesure 1, si on parle anglais, avec le 150 mg, vous êtes à 65% des patients qui, à 5 ans, sont répondeurs à ASAS40 en données observées. Et là encore, c'est très intéressant. Et puis, ce que j'ai entouré en bas, c'est que on critique toujours les présentations en données observées parce qu'on nous dit que ce ne sont que les patients qui sont encore dans l'étude, donc qui vont bien sous traitement, qui sont évalués. Mais vous voyez ici qu'à 5 ans, quand vous regardez les chiffres au départ, quand vous voyez les chiffres à 1 an et à 5 ans, presque tous les patients sont restés dans l'étude. Donc, ça a une valeur beaucoup plus importante.
Et on a à peu près la même chose pour le Basdai. Vous voyez, avec la posologie de 150 mg à 5 ans, pour les patients qui sont encore dans l'étude, on a un Basdai moyen qui est à 2,6, donc très intéressant, des patients qui vont bien. Et juste sur ces données à 5 ans, un petit mot de safety. Bon, les effets secondaires les plus importants sont les infections nasopharyngées, comme on connaît avec les biologiques. Et puis, il y a bien sûr les effets secondaires dits d'intérêt particulier, et notamment les Mickey, puisque vous savez que les anti-L17 ne marchent pas dans les Mickey, et qu'à une époque, on les a accusés de pouvoir déclencher ou réveiller les Mickey. Vous voyez ici des chiffres faibles de Crohn et de RCH. Et finalement, dans toutes ces études, à chaque fois, on indique que la survenue de Mickey est ce qu'on attend dans une population de spondylarthrite ankylosante qui est à risque de développer une Mickey. Et il y a eu un très beau papier, notamment avec Jean-Frédéric Colombel. Ils ont repris toutes les études psoriasis, rhumatisme psoriasique et spondylarthrite ankylosante sous séquinumab. Donc, vous voyez, 21 essais cliniques, et ce qui fait en tout, en bas, plus de 7000 patients. Et ils ont regardé les cas de IBD, donc de Mickey, et les chiffres sont extrêmement faibles et sont ce qu'on attend dans ce type de population. Donc aujourd'hui, on a réactualisé récemment les fiches du CRI sur les anti-L17. On dit clairement que si, bien sûr, vous avez une spondylarthrite ankylosante associée à une Mickey active, ça ne sera pas l'indication d'un anti-L17, puisqu'il faut être efficace sur la Mickey, mais que si vous avez une Mickey qui est saine, parfaitement contrôlée, ce n'est pas une contre-indication absolue à utiliser un anti-L17, mais une précaution d'emploi. Ici, c'est la même chose sur les données à 5 ans de Measure 2. Vous voyez, vous avez des résultats assez similaires. En ASAS 20 et en ASAS 40, à 5 ans, il y a 50% des patients qui sont encore dans l'étude qui sont répondeurs ASAS 40. Et puis, à 5 ans, on a quand même un taux de rétention. Alors, je sais bien qu'on est dans des études et que c'est toujours un peu différent de la vraie vie, mais vous êtes à 3/4 des patients qui sont encore traités par Cosentyx à 5 ans. Donc, un très bon niveau de maintien thérapeutique. Et puis, je voulais juste vous mettre en avant cet élément pour dire que, contrairement à ce qu'on a connu avec nos anti-TNF monoclonaux, il n'y a quasiment pas de risque d'immunisation avec le Cosentyx. Vous voyez, dans toutes les études qui sont faites où on compare les différents produits, c'est celui qui entraîne le moins de risques d'immunisation. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, on pourra peut-être en parler dans la discussion parce que vous n'avez pas encore le remboursement dans le rhumatisme psoriasique, mais c'est une vraie question en France. Quand vous avez un rhumatisme psoriasique qui est en échec de méthotrexate, si vous mettez un anti-TNF monoclonal, on a plutôt tendance à garder le méthotrexate pour éviter le risque d'immunisation, puisqu'on sait qu'en termes d'efficacité, ça ne change pas grand-chose en combo ou monothérapie. Par contre, si vous initiez un anti-L17, comme il n'y a pas de risque d'immunisation et qu'il n'y a pas de meilleure efficacité en association aux métaux, on pourrait se permettre d'arrêter le métaux, qui souvent n'est pas très bien supporté avec une observance qui laisse parfois à désirer. Donc vraiment, peut-être une petite différence de stratégie dans le rhumatisme pso, grâce à cette absence d'immunisation quand on initie un anti-L17 plutôt qu'un anti-TNF. Donc en pratique, alors je fais appel à vos vieux souvenirs sur les intervalles. C'est important quand on rédige nos ordonnances. Moi, je mets toujours une injection de 150 mg aux semaines 0, 1, 2, 3, 4, ce qui fait 5 fois. Il ne faut pas mettre pendant 4 semaines, sinon il n'y aura que 4 fois. Donc, semaine 0, 1, 2, 3, 4, puis toutes les 4 semaines, c'est 8, 12, 16, etc. Donc, c'est important de l'écrire comme ça. Je pense que cette dose de charge est importante pour obtenir plus rapidement une concentration efficace et un meilleur contrôle de la maladie, et donc une efficacité rapide. Donc voilà, donc ça amène aujourd'hui, ces données amènent à la mise à disposition en Tunisie et au remboursement du séquinumab, donc du Cosentyx dans la spondylarthrite ankylosante. En réponse inadéquate au traitement conventionnel, ça veut dire que c'est envisageable en première ligne en échec des AINS et donc en choix alternatif aux anti-TNF. On y reviendra après.
Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est sur l'efficacité structurale potentielle, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur le plan expérimental avec l'IL-17 et les anti-L-17. On présente toujours, ça c'est une diapo de l'ASAS, on présente toujours les choses de cette façon-là en disant qu'il y a l'inflammation au départ, puis ça va entraîner des phénomènes d'érosion, réparation et la survenue des syndesmophytes, et que peut-être si on arrivait à bien contrôler l'inflammation de façon précoce, on n'aurait aucune évolution structurale. Donc vous savez comme moi, même s'il y a des études récentes qui montrent que peut-être les anti-TNF à long terme pouvaient faire quelque chose, mais cette diapo de l'ASAS nous dit qu'en tout cas, à 2 ans, les anti-TNF comparés à des cohortes historiques comme Oasis traitées par INS ne montrent pas une supériorité sur la prévention de l'évolution structurale. Encore une fois, c'est quelque chose, je pense, qui est surtout important pour vous, qui voyez plus de vrais, enfin, ce que j'appelle des vrais spondylarthrites ankylosantes, critères de New York modifiés, avec une atteinte des sacroiliacs et des syndesmophytes. C'est important aujourd'hui encore d'avoir potentiellement un traitement qui peut prévenir l'évolution structurale. Alors, je vous ai mis 2-3 diapos de choses très expérimentales chez l'animal, mais qui sont assez surprenantes. Ici, c'est un modèle expérimental chez l'animal où on fait une surexpression du gène de l'interleukine 17. Et vous voyez les dégâts que ça cause. Vous avez le contrôle à gauche et vous avez la souris 17 à droite. Donc, ça donne à la fois une hyperplasie synoviale, du derme, comme du psoriasis, et puis des destructions articulaires assez impressionnantes. Donc ça, c'est l'effet de l'IL-17. Et puis, il y a eu un très beau papier il y a quelques années, vous voyez, qui date de 2019, sur un modèle de spondylarthrite B27 chez le rat transgénique, où on traitait par anti-L17, et vous allez voir que ça a donné des idées pour se dire que peut-être les anti-L17 chez l'homme pouvaient prévenir l'atteinte structurale. Alors, je vous ai montré que la partie thérapeutique, il y a une première partie de l'expérimentation qui est, vous voyez, en haut à gauche, la souris, on traite soit par un anticorps anti-L17A monoclonal, soit par un contrôle. Donc, il y a une première partie qui est un traitement avant, où là, on voit qu'on réduit à la fois les synovites et l'atteinte axiale. Et ici, on traite une fois que le modèle fait une spondylarthrite, en quelque sorte. Donc, vous voyez que ça finit par réduire l'incidence de la spondylite ici. Ça a un effet structural sur le plan axial, parce que vous voyez ici les dégâts quand on injecte le contrôle, alors que quand on injecte un anti-L17, on a pratiquement un rachis entre guillemets normal. Et pareil sur le plan périphérique, des dégâts si c'est le contrôle et une réparation si on met un anti-L17. Donc des données expérimentales qui peuvent faire penser que peut-être les anti-L17 sont plus efficaces que les anti-TNF pour la prévention de l'évolution structurale des spondyloarthrites. Et donc, si je reviens à mes 2 études pivots tout à l'heure, notamment ici à Measure One, on a montré clairement, et on ne va pas tout détailler, que le Cosentyx réduit l'inflammation IRM ici des sacroiliacs par rapport au placebo, et ici sur le rachis. Donc, une action sur, en plus de la CRP, une action sur l'inflammation IRM. Et manifestement, ça se traduit sur le plan structural. Alors ici, vous avez la progression sur, vous savez, le fameux MSAS, qui est fait sur le rachis cervical et le rachis lombaire, pardon, sur 72 points. Même si on peut critiquer cet outil de mesure de l'évaluation structurale, vous voyez qu'il y a très peu de progression, qu'en tout cas, plus de 80% des patients ne progressent pas du tout, qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de progression à 75 à 150 mg. Et puis, quand on regarde dans le détail, ici, vous avez l'évolution du MSAS sur 2 ans. Donc, à gauche, sur les patients qui, depuis le début, sont sous Sécu, ben, vous voyez, sur 2 ans, 0,3 points de MSAS, c'est-à-dire rien du tout, en tout cas pas de pertinence clinique. Et à peine plus chez ceux qui ont passé un peu de temps sous placebo au départ et qui ont été switchés après sous Sécu. Si vous regardez maintenant, on sait que le facteur prédictif le plus important d'évoluer sur le plan structural, c'est d'avoir des syndesmophytes au départ. Donc, même dans cette population ici à gauche, les patients qui ont des syndesmophytes à baseline,
eh bien, vous voyez que ça ne progresse quasiment pas. Et ne parlons pas de ceux à droite qui n'ont pas de syndesmophite au départ, ils n'en ont pas plus après, ça ne bouge pas du tout. Donc vraiment des choses très intéressantes. Et autre facteur prédictif d'évolution structurelle, c'est avoir une CRP élevée. Eh bien, même chez ceux qui ont une CRP élevée, c'est à peu près comme chez ceux qui ont des syndesmophytes au départ, une progression extrêmement minime, alors que quand on a une CRP normale, il ne se passe absolument rien. Et puis, on a des données à 4 ans, et à 4 ans, de la même façon, il y a très peu de progression structurale, notamment à 150 mg. Donc, on attend avec impatience les résultats de cette étude, à laquelle moi, je ne participe pas personnellement, mais il y a un certain nombre de centres français qui est ciblé sur l'évaluation structurale. En gros, on compare le secukinumab à 150 ou à 300 mg à un biosimilaire d'adalimumab. Et vous voyez que le endpoint, le critère principal, c'est le pourcentage de patients qui n'ont pas de progression radiographique, c'est-à-dire une variation du score MSAS inférieure à 0,5 à 2 ans. Donc, je ne sais pas, je crois que toutes les inclusions sont terminées, je ne sais pas quand nous aurons ces résultats, mais si on démontre dans cette étude que le secukinumab fait mieux qu'un biosimilaire d'adalimumab, ça ouvre des perspectives et effectivement, ça en fait un critère de choix préférentiel chez les spondylarthrites ankylosantes, notamment celles qui ont déjà des syndesmophytes. Alors enfin, la partie plus pratique. Alors, je me suis appuyé sur les exemples de la France et je me suis rendu compte qu'on était privilégié quand même par rapport à vous, ne serait-ce que sur le nombre de molécules dont on dispose. Et alors, je vais vous faire 2 petits cas cliniques et on pourra discuter. On peut multiplier les phénotypes. On n'a pas trop parlé de rhumatisme pso et de pso puisqu'il n'y a pas le remboursement pour l'instant en Tunisie. Mais ici, on a un premier patient, 28 ans, rachalgie inflammatoire depuis 4 ans, des réveils nocturnes, un dérouillage matinal d'1h30, une sacroïlite, stade 2 à droite, stade 3 à gauche. Donc, il a les critères de modifiés de New York. Et puis, il commence à avoir quelques syndesmophytes. Il est en échec de 4 INS qui ont été administrés pendant 3 mois. Il a un BASDAI à 6,7, un ASDAS. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser l'ASDAS, ça reste encore limité en France, à 3,9. Et bien sûr, se pose la question du traitement qu'on peut lui proposer. Alors, j'ai fait un petit aparté sur l'ASDAS pour vous rappeler les seuils qui sont actuellement utilisés. Un ASDAS inférieur à 1,3, c'est probablement aujourd'hui la définition la plus proche de la rémission dans la spondylarthrite ankylosante. Inférieur à 2,1, c'est une activité modérée. Et au-delà de 3,5, on est en très forte activité. Et puis, il y a aussi à droite des critères de delta, de réponse clinique, donc d'amélioration importante et d'amélioration majeure quand vous gagnez au moins 2 points d'ASDAS. Et puis, j'en ai profité pour vous mettre, parce que du coup, on a du mal à connaître la correspondance entre l'ASDAS et le BASDAI. On a toujours plus l'habitude, je pense, d'utiliser le BASDAI qui se calcule très facilement. Et finalement, quand on a un BASDAI, je ne sais pas, à 5,5, à quoi ça correspond sur l'ASDAS, on ne sait pas bien. Et donc, il y a un papier vraiment très récent, vous voyez, qui est du mois de septembre dans Rheumatology, où ils ont comparé sur une cohorte importante les scores ASDAS et BASDAI. Et en gros, on nous dit que le 1,3 de l'ASDAS, qui correspond à la rémission, ça correspondrait à 1,9 en BASDAI, que le 2,1 activité clinique, low disease activity, je dirais, ça correspond à 3,5, donc on n'est pas loin de notre 4, qui est le seuil du BASDAI habituellement pour proposer un biologique. Et le 3,5 d'activité élevée de la spondylarthrite, ça correspondrait au minimum à un 4,9, on va dire 5, de BASDAI. Voilà, tout ça demande à être affiné, mais c'est important qu'on ait la correspondance entre les deux. Alors, quand je vous disais qu'on était privilégié et assez riche, je présente toujours, je l'ai encore fait hier lors d'une réunion à Paris, cette diapositive aux rhumatologues français qui sont un peu perdus dans l'utilisation de tous ces traitements. Je leur présente habituellement, donc là on est dans les AMM européennes, et donc ce dont on dispose en France, dans les spondyloarthrites axiales radio et non radio, puisqu'on a la chance d'avoir des AMM dans la non radio, dans le rhumatisme pso, dans le pso et dans les Mickey.
Et je leur dis qu'en gros, avec ce tableau, ils arrivent à peu près à traiter leurs patients correctement, puisque c'est important de savoir ce que font les différents produits sur les différents phénotypes de ces pathologies, de ces spondyloarthrites. Donc, si on s'en tient à la première ligne des spondyloarthrites axiales radiographiques, nous avons la chance d'avoir les 5 anti-TNF comme vous, je crois, d'avoir donc le secukinumab comme vous maintenant, d'avoir depuis peu une autorisation pour le deuxième anti-L17 et d'avoir très récemment une autorisation pour le premier JAK inhibiteur qui est l'upadacitinib. J'en profite pour rappeler que l'ustekinumab que nous avons dans le rhumatisme pso, dans le pso et dans les MICI ne fonctionne pas sur l'atteinte axiale et qu'aujourd'hui, nous venons d'avoir le premier anti-L23 dans le rhumatisme pso. L'autre va suivre probablement. Nos dermatos en ont déjà 3. Mais aujourd'hui, la notion globale, c'est que les anti-L23 ne fonctionnent pas dans l'axial, alors qu'ils fonctionnent très très bien sur la peau comme les anti-L17. J'y reviendrai tout à l'heure, mais nous, nos dermatos, en tout cas hospitaliers qui utilisent des biologiques, ne font quasiment plus d'anti-TNF dans le pso, ne font que anti-L23 ou anti-L17. Et donc, l'efficacité, notamment sur l'axial, peut être un élément différenciant. Et donc, si je focalise sur le Sécu, eh bien, aujourd'hui, nous avons des AMM dans la spondyloarthrite axiale radio et très récemment non radio. Et nous avions déjà le rhumatisme pso et bien sûr le pso, puisque ça marche très bien. Et on sait que le Sécu ne fonctionne pas dans les MICI. Donc, j'ai l'habitude depuis quelques années d'utiliser ce petit jeu de couleurs que je présente aux rhumatologues français. Vous voyez, vert foncé, c'est efficacité. Jaune, c'est choix préférentiel. Donc, vous avez vert foncé et jaune, c'est ce que j'utilise, ce que je propose en premier. Alors, j'en profite toujours pour dire que le choix et les couleurs que j'utilise sont un mélange des données de la littérature, des résultats des études de phase 3, des AMM et de mon expérience personnelle. Donc, vert clair, c'est efficacité plus modérée. Ça peut être pour diverses raisons. Gris, c'est quand il y a peu de données ou pas du tout. Et rouge, c'est quand ça ne fonctionne pas. Donc, moi, ce que je propose régulièrement pour la spondylarthrite axiale radiographique, c'est cela. Vert jaune, c'est les 5 anti-TNF et le Sécu. Parce que nous l'avons depuis 5 ans maintenant dans la spondylarthrite axiale radio. Et je pense qu'on a assez de recul pour dire que ça peut être utilisé en première intention au même titre qu'un anti-TNF. Donc, je rappelle ici avec le rouge que l'ustekinumab, il y a une étude qui a repris 3 études de phase 3, 2 dans la radiographique et une dans la non-radiographique, qui montrent que ça ne marche pas dans l'axial. Sur les anti-L23, il y a une phase 2 avec le risankizumab qui ne fonctionne pas dans l'axial. Donc, clairement, anti-L12-23 et anti-L23, a priori, ce n'est pas l'avenir dans l'atteinte axiale. Le tofacitinib n'a pas encore d'AMM, il y a une phase 3 positive. Et puis, donc, chez nous, l'upadacitinib vient d'obtenir une AMM dans la spondyloarthrite axiale radiographique. Donc, ça veut dire que... Alors, attendez. Je ne sais pas comment on fait pour ma vidéo. Hop. Voilà, je vais continuer. Voilà. Donc voilà, chez ce patient, je peux aussi bien aujourd'hui en France débuter en première ligne par du secukinumab que par un anti-TNF. Voilà. Et puis tout ceci est encore renforcé par le fait qu'il y a eu une étude que vous avez vue qui maximise de l'utilisation du secukinumab dans l'atteinte axiale du rhumatisme pso. C'est-à-dire que je vois un patient qui a un rhumatisme pso périphérique que je veux traiter, qui est en échec du métaux. En même temps, il me dit qu'il a des lombalgies inflammatoires qui le réveillent à 5 heures du matin et qui entraînent une heure de dérouillage matinal que j'intègre dans son rhumatisme pso. Donc, il va falloir que je tienne compte de l'atteinte axiale pour lui proposer un traitement. Et du coup, le secukinumab, c'est la seule étude aujourd'hui dédiée à l'atteinte axiale du rhumatisme pso. Toutes les autres données qu'on vous propose sont des études post-hoc à partir des études rhumatisme pso. Donc, c'est un petit plus pour dire que quand vous avez un rhumatisme pso qui a une atteinte axiale à côté, en tout cas pour nous en France, ça sera un bon choix de proposer le secukinumab. Je
ne vois plus sur ma vidéo, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà. Deuxième cas clinique, qui est le numéro 2, en fait, c'est le même à qui j'ai rajouté du psoriasis. Même si vous n'avez pas aujourd'hui le remboursement dans le psoriasis pour les dermatologues. Donc, c'est exactement le même que tout à l'heure, avec du psoriasis, à la fois du cuir chevelu, des ongles et du visage. Hop. Voilà, alors ici, c'est la proposition que moi, je fais dans le psoriasis. Alors, avant, je mettais les anti-TNF monoclonaux en jaune-vert. Maintenant que les dermatologues me disent qu'ils n'utilisent plus d'anti-TNF, mais essentiellement des anti-L17, anti-L23, j'ai mis ça en vert foncé. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité, mais ça ne sera pas le premier choix des dermatologues. J'ai mis l'ustekinumab aussi en vert foncé. Et aujourd'hui, clairement, en jaune-vert, en tout cas pour les dermatologues, c'est anti-L17, anti-L23. Donc ça, c'est important à savoir pour les rhumatologues et à savoir si on a des choses à leur dire quand il y a un rhumatisme associé. Alors, je vais passer très rapidement. Vous connaissez probablement la très bonne efficacité du secukinumab sur la peau. Ici, versus etanercept, mais cette étude était pratiquement la première où on se mettait à parler de PASI 90 et de PASI 100, c'est-à-dire de blanchiment complet. Vous voyez quand même ici, dans une étude dermato, avec des psos modérés à sévères, 3/4 des patients PASI 90, et puis après, la barre a été mise plus haut, versus ustekinumab, où là encore, vous avez les 3/4 des patients PASI 90 et pratiquement la moitié des patients qui sont totalement blanchis. Et puis, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est qu'il y a des études spécifiques sur l'ongle. Et vous voyez ici une normalisation complète d'une atteinte psoriasique inguéale, qui est souvent une atteinte qui est handicapante. Donc, quand je présente ça à mes collègues rhumatologues en France, je leur dis, voilà, il y a à la fois une spondylarthrite axiale radiographique et du psoriasis. Qu'est-ce que je donne? Alors, potentiellement, je peux donner un anti-TNF, mais s'il y a du pso, du visage, des ongles, que j'ai besoin de quelque chose qui fonctionne très bien et vite, je vais plutôt prendre un anti-L17. Je ne vais pas prendre un anti-L23 parce que ça ne marche pas sur l'axial. Donc, axial plus pso, ça veut dire anti-L17, et donc pour vous, le secukinumab. Très rapidement, même si on n'est plus dans le cadre du remboursement, si j'ai un rhumatisme pso, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a une atteinte axiale associée, ce sera soit un anti-TNF qui va fonctionner à la fois sur le périphérique et sur l'axial, soit un anti-L17 et préférentiellement de sécu, soit maintenant chez nous l'upadacitinib, même si l'AMM est toute récente. Donc voilà, en général, je présente ça à mes petits camarades. Alors, je vous l'ai dit, hein, les couleurs sont discutables. Je le mets en bas, c'est mon choix personnel. Elles sont évolutives. Comme je l'ai fait pour les anti-TNF, ça peut changer en fonction des pratiques. Et que finalement, avec ce tableau plus celui des AMM, on peut difficilement se tromper pour le choix du traitement. Je finirai sur deux dernières diapos, enfin 2 diapos d'études pour dire que c'est important après d'avoir des études qui nous permettent d'améliorer notre pratique. Alors, soit des études académiques comme celle-ci, soit il faut reconnaître des études menées par Novartis qui ne s'est pas contenté des études de phase 3. Ici, c'est un programme hospitalier de recherche clinique nationale, c'est Hubert Marotte à Saint-Étienne. La question est, quand je suis en échec d'un premier anti-TNF, que dois-je faire en deuxième ligne? Est-ce que je fais un deuxième anti-TNF ou est-ce que je fais un anti-L17? Donc, c'est sur le modèle de ce qu'on avait fait pour la PR en France. Donc, cette étude est en cours. Les inclusions avancent bien. Et donc, j'espère qu'on aura la réponse à cette question, et notamment en fonction du motif d'arrêt du premier anti-TNF. C'est-à-dire, est-ce que c'est un échec primaire ou est-ce que c'est un échappement, par exemple, par immunisation? Et puis la deuxième, qui est une étude Novartis, c'est aussi une étude France-Allemagne, où moi, je suis coordonnateur pour la France. Cette étude a concerné 300 spondylarthrites axiales. Et en fait, il y a à la fois du head-to-head, du fast-fast, donc, et du switch-to-target, c'est-à-dire que les patients étaient randomisés entre soit un groupe, vous voyez en bas, standard of care,
et en général, on donnait le plus souvent à cette époque-là un anti-TNF, soit a été mis sous sécukinumab à 150. Et puis, quand je dis il y a du treat to target, si on n'obtenait pas un certain delta ASDAS à la semaine 12, on les passait à 300, ou alors il restait à 150. Et ceux qui étaient à 300 et qui n'étaient pas améliorés suffisamment à la semaine 24 passaient sous biosimilaire d'adalimumab. Donc, cette étude, elle est importante parce qu'elle nous donnera des éléments de réponse sur peut-être ce qu'on peut utiliser en première ligne de traitement après échec des AINS et éventuellement sur l'intérêt du treat to target et de majorer la posologie si ultérieurement vous pouvez bénéficier du 300 mg. Donc, aujourd'hui, je pense que pour vous, l'arrivée du Cosentyx remboursé dans l'ASA, c'est la possibilité d'utiliser une autre cible thérapeutique. C'est quand même beaucoup plus intéressant de réfléchir, comme je vous l'ai montré sur les tableaux, plutôt que de switcher d'un anti-TNF à l'autre. C'est est-ce que quand j'ai un échec primaire d'anti-TNF, je dois changer de cible thérapeutique? C'est est-ce que je commence d'emblée par un anti-FDCN? Donc, c'est des questions qu'il faudra se poser. Donc, vous avez vu qu'il y avait des données avec du recul à 5 ans qui sont solides en termes d'efficacité, en termes de safety, où il n'y a pas de nouveau signal, qu'on verra les résultats de surpasse, mais qu'il y a quand même des éléments intéressants sur le plan expérimental et déjà sur mesure 1 et 2 pour penser qu'il y a très peu de progression structurale sous Cosentyx. Et donc, probablement pour vous, surtout si ultérieurement il y avait un remboursement dans le rhumatisme pso et dans le pso, un impact sur la stratégie thérapeutique. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir une autre cible thérapeutique pour raisonner de façon différente. Voilà, je vous remercie et puis